Ma sœur a exigé que j'avorte pour qu'elle puisse être la première à avoir un enfant, ce qui s'est passé ensuite a choqué toute la famille. Je n'aurais jamais imaginé que le test de grossesse positif dans ma main puisse éveiller tant de haine chez quelqu'un. Après 2 ans d'essai pour tomber enceinte, après toutes les consultations médicales, les traitements hormonaux et les nuits à pleurer dans la salle de bain quand les règles arrivaient une fois de plus, c'était enfin en train d'arriver. Ricardo et moi étions radieux quand nous avons décidé d'annoncer la nouvelle à la famille pendant le dîner du dimanche chez ma mère. Avant de commencer à raconter mon histoire, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Allez-y. La réaction était exactement ce que nous attendions, des embrassades, des larmes de joie, des projets pour l'avenir. Tout le monde a célébré, sauf ma sœur cadette, Marina. Elle se tenait debout à côté de la table, le visage rouge de colère, les poings serrés. Son silence contrastait dramatiquement avec la fête qui se déroulait autour de nous. « Ça ne peut pas arriver », murmura-t-elle, sa voix coupant la conversation animée. « Je devrais être la première. J'ai toujours dit que je serais la première à donner un petit-fils à maman. » Maman a essayé de la calmer, expliquant qu'à 22 ans elle avait encore beaucoup de temps devant elle, qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais Marina ne voulait rien entendre. Elle a pris le verre de vin et l'a jeté contre le mur, faisant sursauter tout le monde. « Vous avez fait ça exprès », cria-t-elle, pointant son doigt vers moi. « Vous saviez que je prévoyais de tomber enceinte cette année et vous avez décidé de me devancer. » L'accusation était si absurde que pendant un moment je n'ai même pas pu répondre. Comment quelqu'un pourrait-il planifier une grossesse pour devancer quelqu'un? J'ai essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas de compétition, qu'elle était ma sœur et que je voulais qu'elle soit heureuse, mais Marina prenait déjà son sac et marchait vers la porte. « Tu as 1 semaine pour régler ça, » dit-elle, se retournant une dernière fois avant de sortir. 1 semaine pour défaire cette situation, où je vais prendre des mesures. À l'époque, je pensais qu'elle était juste contrariée et que ça passerait bientôt. Marina avait toujours été dramatique, depuis petite elle faisait des scènes quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Maman disait toujours que c'était juste une phase, qu'elle mûrirait. Je n'ai jamais imaginé jusqu'où elle serait capable d'aller. Le lundi suivant, je me suis réveillée avec la sonnette qui sonnait avec insistance à 6 heures du matin. Ricardo est allé ouvrir encore en pyjama et a trouvé Marina à la porte avec un dossier plein de papiers. Elle a poussé les documents contre sa poitrine et a annoncé assez fort pour que les voisins l'entendent qu'elle avait pris rendez-vous dans 3 cliniques différentes pour ma procédure. « Il suffit de choisir laquelle tu préfères, » dit-elle, comme si elle offrait des options de restaurant pour le déjeuner. « Tout ont de la disponibilité pour cette semaine. » Ricardo lui a fermé la porte au nez, mais Marina est restée dehors en criant que j'étais égoïste et que je détruisais ses rêves. Les voisins ont commencé à apparaître aux fenêtres, et c'est seulement alors qu'elle est finalement partie. Nous avons passé le reste de la matinée à expliquer la situation embarrassante à ceux qui demandaient. Pendant la semaine, Marina a appelé tous les jours exigeant de savoir si j'avais réglé la situation. Quand je refusais de discuter du sujet, elle raccrochait violemment. Le jeudi, elle est apparue à mon travail pendant l'heure du déjeuner, causant une scène dans la réception de l'entreprise où je suis comptable. « Ma sœur est irresponsable », dit-elle à quiconque voulait l'entendre. Elle est tombée enceinte en sachant que je voulais être la première et maintenant elle refuse de faire ce qu'il faut. Ma chef a dû appeler la sécurité pour la faire sortir du bâtiment. C'était humiliant de devoir expliquer la situation aux collègues de travail, de voir la confusion sur leur visage essayant de comprendre comment une grossesse planifiée et désirée pouvait être considérée comme irresponsable. Le dimanche suivant, quand nous sommes arrivés chez maman pour le dîner hebdomadaire, nous avons trouvé toute la famille élargie réunie dans le salon. 23 personnes entassées dans l'espace, depuis mes grands-parents jusqu'aux cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des mois. Marina se tenait debout à côté de la cheminée, avec un ordinateur portable ouvert sur la table basse. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, comme si c'était une présentation d'entreprise. « Je vous ai appelé ici aujourd'hui parce que j'ai besoin du soutien de la famille dans une situation très délicate. » Ce qui a suivi était la chose la plus surréaliste que j'ai jamais vue. Marina avait préparé une présentation PowerPoint de 15 diapositives expliquant pourquoi ma grossesse était préjudiciable pour elle et pour elle, ordre naturel, de la famille. Elle avait inclus des graphiques sur les âges appropriés pour avoir des enfants, des statistiques sur les aînés versus les enfants plus jeunes, et même un chronogramme montrant comment elle avait planifié sa vie reproductive depuis l'âge de 16 ans. Comme vous pouvez le voir à la diapositive 12, dit-elle, cliquant sur la télécommande, la différence d'âge entre frères et sœurs devrait être respectée dans l'ordre des petits-enfants aussi. C'est une question de hiérarchie familiale et de respect des traditions. Certains membres de la famille semblaient embarrassés, d'autres clairement confus.
Mon oncle André, qui est avocat, s'est finalement levé et a expliqué patiemment qu'il n'existe aucune base légale pour forcer quelqu'un à interrompre une grossesse désirée. Marina l'a regardé comme s'il avait dit le plus grand blasphème au monde. Alors vous choisissez son côté, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Vous conspirez tous contre moi. Elle a donné un ultimatum dramatique, si je ne réglais pas la situation, avant lundi, elle couperait le contact avec toute la famille pour toujours. Il y a eu un moment de silence embarrassé avant que mon cousin Polo dise « alors au revoir » et fasse un signe ironique de la main. Marina est sortie en larmes, claquant la porte si fort que le cadre au mur a tremblé. Nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter de la situation, avec la famille divisée entre ceux qui pensaient qu'elle avait clairement besoin d'aide professionnelle et ceux qui croyaient encore que c'était juste une phase difficile. Pendant les mois suivants, Marina a tenu sa promesse de ne parler à personne de la famille. Elle a changé son numéro de téléphone, nous a tous bloqués sur les réseaux sociaux et n'est même pas apparue pour l'anniversaire de grand-mère. Maman était triste, mais aussi soulagée de ne plus avoir à gérer d'autres confrontations. Ma grossesse s'est déroulée sans complications. Aux consultations prénatales, tout était parfait. Ricardo et moi avons choisi le prénom, Julia, décoré la chambre et nous sommes préparés pour son arrivée. La famille était enthousiasmée, demandant toujours des nouvelles de l'évolution, offrant de l'aide. Pendant quelques mois, j'ai presque réussi à oublier le drame avec Marina. Jusqu'à la baby shower. Nous étions chez maman, entourés de cadeaux roses et de parents heureux. J'étais en train d'ouvrir un cadeau de tante Carla quand la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Marina est entrée comme si elle était chez elle, avec un énorme ventre sous un t-shirt qui disait « Premier petit-fils en route ». Le silence fut absolu. Maman a laissé tomber le couteau du gâteau qu'elle était en train de couper. Marina a fait un tour complet au milieu du salon, exhibant son ventre comme si c'était un défilé de mode. Surprise, annonça-t-elle, le sourire n'atteignant pas ses yeux. J'ai obtenu ce que je voulais. Je suis au 8e mois. Mon monde a tourné. Si elle était au 8e mois, cela signifiait qu'elle était tombée enceinte juste après cette réunion familiale humiliante. Alors que j'étais à 5 mois et demi, elle était plus avancée. Quant à tu, ai-je commencé à demander, mais elle m'a coupé. Juste après que vous m'ayez trahi, dit-elle, la voix chargée d'amertume. J'ai réalisé que si personne n'allait me soutenir, je devrais régler les choses moi-même. J'ai essayé de calculer les dates dans ma tête. Marina devrait accoucher en janvier, alors que j'étais prévue pour mars. Techniquement, elle serait la première à avoir un enfant. L'ironie de la situation était qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, alors pourquoi semblait-elle encore si furieuse ? Félicitations, ai-je dit, essayant d'être sincère malgré le choc. J'espère que toi et le bébé allez bien. Non, répondit-elle, les yeux brillants d'une colère qui m'a fait peur. Ce n'est pas encore fini. Tu peux encore tout gâcher. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, Marina s'est approchée de moi et a chuchoté bas, pour que seul moi puisse entendre. Si pour une raison quelconque le tien naît en premier, je vais m'assurer que ça n'arrive pas. La menace fut dite de manière si désinvolte que pendant un moment j'ai pensé avoir mal compris. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une détermination froide qui m'a donné des frissons dans le dos. Elle est sortie de la fête sans parler à personne d'autre, laissant toute la famille en état de choc. Nous avons passé le reste de l'après-midi à essayer de traiter ce qui s'était passé, mais personne ne savait comment réagir. Maman était partagée entre la joie d'avoir 2 filles enceintes et la peur de ce que Marina pourrait faire. Dans les semaines qui ont suivi, Marina a commencé à fréquenter les mêmes consultations médicales que moi, dans le même hôpital. Elle a convaincu la réceptionniste de programmer ses consultations prénatales juste après les miennes, prétendant que nous étions sœurs et que nous voulions un soutien mutuel. En réalité, elle me surveillait depuis la salle d'attente, notant tout dans un petit carnet. Dr Fernandez, mon obstétricien, a commencé à s'inquiéter de son comportement. Marina posait des questions étranges sur l'induction du travail, les césariennes d'urgence, et les méthodes pour accélérer l'accouchement. Elle a aussi commencé à faire des recherches obsessionnelles sur Internet à propos de la prématurité, comme si elle étudiait pour un examen. Un jour, en sortant de la consultation, j'ai trouvé Marina en train de discuter joyeusement avec une femme que je ne connaissais pas dans le parking de l'hôpital. Quand elles m'ont vue, elles ont arrêté de parler brusquement et la femme est partie rapidement. Marina m'a fait un sourire étrange et a dit « Bientôt tu vas tout comprendre » avant de monter dans sa propre voiture. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Il y avait quelque chose dans son expression qui m'avait rendue inquiète.
Ricardo a essayé de me calmer, disant que Marina était juste anxieuse à propos de sa propre grossesse, mais je sentais qu'il se passait quelque chose de plus sinistre. À la consultation suivante, Dr Fernandez m'a appelé pour une conversation privée. Il était clairement inquiet et a choisi ses mots avec soin. « Votre sœur a posé des questions très spécifiques sur les procédures obstétriques, dit-il. Et des questions qui me font penser qu'elle pourrait envisager quelque chose de dangereux. » Quand j'ai insisté pour obtenir plus de détails, il a expliqué que Marina avait demandé des informations sur l'automédication pour induire l'accouchement, sur les risques de césarienne à domicile, et même sur les « accidents » qui pourraient causer une naissance prématurée. Les questions étaient si alarmantes qu'il avait décidé de ne plus la recevoir. « Je recommande fortement que vous limitiez le contact avec elle jusqu'à ce que votre bébé naisse, dit-il. Et si elle fait des menaces directes, vous devez appeler la police immédiatement. » Je suis sortie du cabinet en tremblant. La grossesse, qui devrait être la période la plus heureuse de ma vie, devenait un cauchemar. J'ai commencé à éviter les endroits où je savais que je pourrais rencontrer Marina, j'ai changé ma routine, j'ai demandé à Ricardo de m'accompagner chaque fois que c'était possible. Mais Marina était persistante. Elle a découvert mon nouvel horaire au supermarché et y est apparue plusieurs fois, me suivant toujours dans les allées, chuchotant des commentaires sur comment je retardais ses plans. Elle a commencé à se garer devant notre maison la nuit, restant des heures assise dans la voiture, juste à observer. La situation a atteint ses limites quand Marina a convaincu notre cousine Sofia d'annuler ma baby shower et d'en organiser une pour elle à la même date. Elle a dit que comme elle était plus avancée dans sa grossesse, elle avait la priorité pour les célébrations familiales. Sofia, évitant toujours les conflits, a accepté sans me prévenir. C'était humiliant de découvrir par hasard que ma propre baby shower avait été annulée. J'ai appelé maman en pleurant, et elle a finalement admis qu'elle avait peur de Marina. « Elle ne va pas bien, » dit maman, la voix tremblante. « Mais je ne sais pas quoi faire. C'est ma fille aussi. » Ricardo était furieux. Il a dit qu'il ne permettrait pas que je passe les derniers mois de grossesse à vivre dans la peur de ma propre sœur. Nous avons commencé à chercher de l'aide légale, nous avons parlé avec des psychologues sur comment gérer la situation, et nous avons même envisagé de déménager temporairement dans une autre ville. Mais avant que nous puissions prendre une décision drastique, nous avons reçu un appel qui a tout changé. Il était 3 heures du matin un mardi quand le téléphone a sonné. De l'autre côté de la ligne, une voix de femme que je ne reconnaissais pas parlait rapidement, presque en chuchotant. « Vous êtes la sœur de Marina ?» demanda-t-elle. « Vous devez savoir ce qu'elle planifie. » La femme s'est identifiée comme Laetitia, colocataire de Marina. Elle a dit que Marina avait quitté l'appartement précipitamment cette nuit-là, emportant une valise avec des matériels médicaux qu'elle avait achetés en ligne, et qu'elle planifiait quelque chose, pour s'assurer que son bébé naisse en premier. Elle a une liste avec des noms de sages-femmes non autorisées, dit Laetitia, la voix pleine de peur. Et elle a dit que si c'était nécessaire, elle ferait l'accouchement elle-même. Vous devez l'arrêter. J'ai raccroché avec les mains tremblantes et j'ai réveillé Ricardo immédiatement. Nous avons passé le reste de la nuit à essayer de localiser Marina, appelant les hôpitaux, contactant la police, mais personne ne savait où elle était. Le matin suivant, maman nous a appelés en pleurant hystériquement. Marina était apparue chez elle ensanglantée, portant un bébé prématuré qui respirait à peine. Elle avait réussi à convaincre une femme sans qualification médicale de réaliser une césarienne à domicile, utilisant des instruments improvisés et une anesthésie achetée illégalement. L'ambulance a emmené Marina et le bébé en urgence à l'hôpital. Pendant le trajet, Marina a eu une hémorragie si sévère qu'elle a failli mourir. Le bébé, un garçon, était violet et avait de graves problèmes respiratoires dus à l'accouchement prématuré et aux conditions précaires dans lesquelles il était né. À l'hôpital, les médecins ont lutté pour sauver les deux. Marina a eu besoin d'une hystérectomie d'urgence et d'une transfusion sanguine, tandis que le bébé est allé directement en soins intensifs néonatal. Les 48 heures suivantes seraient cruciales pour déterminer s'il survivrait. Quand Marina s'est finalement réveillée en soins intensifs, sédatée et connectée à plusieurs appareils, la première chose qu'elle a faite a été de me blâmer. Avec une voix faible et rauque, elle a chuchoté que tout était de ma faute, que je l'avais forcée à prendre des mesures extrêmes, que son fils était en train de mourir à cause de mon entêtement. La famille était complètement divisée. Certains membres étaient horrifiés par ce que Marina avait fait, d'autres pensaient que j'aurais dû être plus compréhensive depuis le début. Tante Martha est même allée jusqu'à suggérer que j'aurais dû attendre encore 1 an, pour tomber enceinte, comme s'il était possible de programmer ces choses. Pendant ce temps, ma propre grossesse continuait.
J'étais à 35 semaines quand Marina a fait son accouchement forcé, et Dr Fernandez a commencé à surveiller ma tension artérielle de près. Le stress affectait ma santé, et il s'inquiétait de la prééclampsie. 3 jours après accouchement de Marina, elle a quitté les soins intensifs et a été transférée dans une chambre normale. Elle a immédiatement commencé à questionner les infirmières sur l'emplacement de la maternité, sur les protocoles de sécurité pour les nouveau-nés, sur quand les bébés restaient seuls dans les nurseries. Une infirmière, inquiète des questions étranges, a alerté la sécurité de l'hôpital. Marina était clairement obsédée non seulement par son propre fils en soins intensifs néonatal, mais aussi par ma grossesse encore en cours. Dr Fernandez m'a appelé pour une conversation urgente. Il était visiblement ébranlé et est allé droit au but. « Votre sœur a un trouble psychiatrique grave », dit-il. Les questions qu'elle pose suggèrent qu'elle pourrait représenter un danger pour vous et votre bébé quand il naîtra. Il a recommandé que j'envisage d'accoucher dans un autre hôpital, loin de Marina. Il a aussi suggéré que nous cherchions de l'aide légale pour obtenir une ordonnance de restriction, surtout considérant qu'elle avait démontré être capable d'actions extrêmes et dangereuses. Ricardo et moi avons passé la nuit à discuter de nos options. D'un côté, nous voulions rester près de la famille pendant ce moment important. De l'autre côté, la sécurité de notre fille était la priorité absolue. L'idée que ma propre sœur puisse représenter une menace pour mon bébé était surréaliste et terrifiante. À la fin, nous avons décidé de rester dans le même hôpital, mais avec des mesures de sécurité extraordinaires. Dr Fernandez nous a aidés à établir des protocoles spéciaux pour quand j'entrerai en travail, incluant une sécurité supplémentaire et un accès restreint à la chambre. Pendant ce temps, le bébé de Marina continuait à lutter pour sa vie en soins intensifs néonatal. Les médecins n'étaient pas optimistes concernant son développement à long terme. L'accouchement prématuré et les conditions précaires avaient causé des dommages qui pourraient affecter pour toujours sa qualité de vie. Marina refusait d'accepter la réalité. Elle insistait que son fils était juste, en récupération, et qu'il irait bientôt bien. Plus inquiétant encore, elle a commencé à blâmer les médecins et l'hôpital pour les problèmes de santé de son fils, prétendant qu'il ne faisait pas assez parce qu'il voulait favoriser mon bébé. Sa paranoïa grandissait, et les infirmières ont commencé à signaler des comportements de plus en plus erratiques. Marina fouillait les poubelles médicales cherchant des preuves de négligence, enregistrait secrètement des conversations avec les médecins, et a même essayé d'accéder aux dossiers médicaux d'autres bébés en soins intensifs. C'est alors que maman m'a appelé en pleurant, disant qu'elle avait trouvé un carnet dans la chambre de Marina à la maison. Les pages étaient remplies de plans détaillés, d'horaires des infirmières, de cartes de l'hôpital, et de quelque chose qui ressemblait à des instructions pour échanger les bébés, quand le mien naîtrait. Je pense qu'elle a complètement perdu le sens de la réalité, dit maman en sanglotant. Elle croit vraiment que si elle peut avoir son bébé en premier, d'une façon ou d'une autre ça va faire que son fils aille bien. Cette nuit-là, Ricardo et moi avons pris la décision de nous faire hospitaliser préventivement. Même en étant seulement à 37 semaines, Dr Fernandez a accepté qu'il serait plus sûr que je reste sous observation médicale jusqu'à l'accouchement, surtout considérant ma tension artérielle élevée et le risque représenté par Marina. Ce que nous n'attendions pas, c'est que notre hospitalisation préventive ne serait que le début d'une situation encore plus complexe et dangereuse. Marina était devenue plus qu'une sœur problématique, elle était devenue une véritable menace que nous devrions affronter pour protéger notre famille. Dans la chambre d'hôpital, j'ai essayé de me calmer avec l'idée que j'étais maintenant dans un environnement sûr, entouré de professionnels qui connaissaient la situation. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter, chaque voix inconnue me mettait en alerte. Ricardo s'était installé dans le fauteuil à côté de mon lit, mais je pouvais voir par sa respiration irrégulière qu'il ne pouvait pas non plus se détendre. Dr Fernandez avait coordonné avec la sécurité de l'hôpital un protocole spécial pour mon cas. Mon nom n'apparaissait pas dans le système général des patients, seulement un code numérique que seule l'équipe autorisée connaissait. La chambre était au bout du couloir, loin du mouvement principal, et un garde discret était positionné au poste des infirmières. Le premier matin après notre admission, une assistante sociale appelée Béatrice est venue nous parler. Elle documentait toute la situation pour un éventuel engagement du Conseil de protection de l'enfance, si nécessaire. Assise dans la chaise inconfortable à côté du lit, elle posait des questions spécifiques sur chaque menace que Marina avait faite, chaque comportement étrange, chaque mention de mon bébé. Vous devez comprendre que cela va au-delà d'une rivalité familiale normale, expliqua Béatrice en notant tout sur sa tablette. Son comportement indique une possible psychose postpartum, aggravée par le traumatisme de l'enfant prématuré et les conséquences de ses propres actions. Elle m'a expliqué que même si je ne voulais pas nuire à Marina en impliquant les autorités,
Ma responsabilité maintenant était de protéger ma fille. Béatrice a commencé à remplir les formulaires pour une éventuelle ordonnance de protection, qui pourrait être activée rapidement si Marina tentait une quelconque approche. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel de maman qui m'a glacé le sang. Marina avait échappé à l'hôpital pendant le changement d'équipe des infirmières. Elle s'était simplement habillée et était sortie, ne laissant derrière elle qu'un mot disant qu'elle allait régler les choses une fois pour toutes. Elle a pris les clés de ma voiture, dit maman en pleurant. Et j'ai trouvé un papier avec l'adresse de la maternité de cet hôpital. Elle sait où vous êtes. Ricardo a immédiatement alerté Dr Fernandez et la sécurité. En quelques minutes, notre chambre s'est transformée en une sorte de bunker. 2 gardes se sont positionnés dans le couloir, les infirmières ont reçu des photos de Marina avec instruction d'alerter immédiatement si elle apparaissait, et ma chambre a reçu une serrure électronique spéciale. Béatrice est revenue avec une pile de documents officiels. Je vais accélérer le processus de l'ordonnance de protection, dit-elle. Basé sur son historique et sa fuite de l'hôpital, un juge peut signer cela aujourd'hui même. Pendant ce temps, les contractions ont commencé. Elles n'étaient pas encore régulières, mais Dr Fernandez a décidé de surveiller de près. Le stress peut précipiter le travail, expliqua-t-il. Si c'est le cas, nous serons prêts. Une infirmière a apporté des équipements de surveillance fœtale, et le son des battements de cœur de Julia résonnant dans la chambre m'a un peu tranquillisée. Au moins elle allait bien, protégée en moi, loin de tout ce chaos. Vers 3 heures de l'après-midi, un des gardes est entré dans la chambre avec une expression sérieuse. Votre sœur a essayé d'entrer par les urgences en utilisant un ancien badge de visiteur, informa-t-il. Nous avons réussi à l'intercepter à la réception. Elle prétendait d'avoir besoin de vérifier quelque chose d'urgent, mais quand on lui a demandé spécifiquement quoi, elle n'a pas su répondre de façon cohérente. Le garde a expliqué que Marina avait été escortée hors de l'hôpital et averti qu'une nouvelle tentative d'entrée résulterait en sa détention. Elle a argumenté tout le temps qu'elle avait le droit de voir sa sœur, mais quand nous avons expliqué que vous aviez demandé la confidentialité, elle est devenue agressive, rapporta-t-il. Ricardo s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la chambre. Ça doit s'arrêter, dit-il, plus pour lui-même que pour nous. Ce n'est pas possible que nous vivions dans la peur de notre propre famille. Béatrice a levé les yeux des formulaires qu'elle remplissait. L'ordonnance de protection va établir une distance minimale légale qu'elle doit maintenir avec vous, dit-elle. Toute violation sera un crime, résultant en arrestation immédiate. Les contractions se sont intensifiées pendant l'après-midi. Ce n'était pas encore le travail proprement dit, mais Dr Fernandez a décidé de préparer l'équipe. Soyons prudents, dit-il. Si elle naît ce soir, je veux que tout soit organisé. Il m'a expliqué qu'il avait coordonné avec la nurserie une série de mesures spéciales. Le bébé ne resterait pas dans la nurserie commune, elle resterait dans la chambre avec nous tout le temps. De plus, un bracelet électronique spécial serait placé sur Julia, qui déclencherait des alarmes si elle était emmenée au-delà de certains points de l'hôpital. Cela semble des précautions exagérées pour une situation familiale, ai-je dit, essayant encore de minimiser la gravité de la situation. Elles ne le sont pas, répondit Dr Fernandez fermement. Votre sœur a déjà démontré qu'elle est capable de mettre la vie d'un enfant en danger pour obtenir ce qu'elle veut. Nous ne pouvons pas sous-estimer ce dont elle est capable. Le soir, quand les contractions sont devenues plus régulières, une nouvelle équipe a pris notre relève. L'infirmière en chef, Sonia, s'est présentée et a vérifié personnellement tous les protocoles de sécurité. Elle m'a montré un bouton de panique qui avait été installé à la tête du lit, connecté directement à la sécurité. Si vous voyez ou entendez quelque chose de suspect, n'hésitez pas à appuyer, instruisit-elle. La réponse sera immédiate. Vers 11 heures du soir, les douleurs se sont intensifiées significativement. Dr Fernandez a été appelé, après m'avoir examiné, à confirmer que j'entrais en travail. Il semble que Julia a décidé de naître aujourd'hui, dit-il avec un sourire tendu. La salle d'accouchement a été préparée avec les mêmes mesures de sécurité. Seule l'équipe médicale essentielle était présente, tous dûment identifiés et vérifiés par la sécurité. Ricardo est resté à mes côtés, tenant ma main, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Pendant les 6 heures suivantes, je me suis concentrée uniquement sur mettre ma fille au monde en sécurité. Entre les contractions, Ricardo chuchotait des mots d'encouragement et me tenait au courant des mouvements de sécurité. Marina n'avait pas essayé d'entrer à nouveau dans l'hôpital, mais personne ne savait non plus où elle était. Julia est née à 5h17 du matin, pleurant fort et avec une apparence saine. Quand je l'ai mise contre ma poitrine pour la première fois,
j'ai ressenti un mélange d'immense soulagement et d'amour bouleversant. Elle était là, elle allait bien, et maintenant je pouvais la protéger physiquement. L'infirmière a immédiatement placé les bracelets d'identification sur nous deux, et le bracelet électronique spécial à la cheville de Julia. Ces bracelets doivent toujours rester avec vous, expliqua-t-elle. Toute tentative de retrait déclenchera les alarmes. Dans les premières heures après l'accouchement, pendant que j'essayais d'apprendre à allaiter et que Ricardo prenait des centaines de photos, un calme étrange s'est installé. Cela semblait presque normal, juste une famille heureuse avec son nouveau-né. Mais la réalité est revenue quand Sonia est venue nous informer des mesures de transfert. Par précaution, vous serez emmenés dans une chambre spéciale dans l'aile privée, expliqua-t-elle. Elle se trouve dans un étage séparé, avec accès contrôlé. Seules les personnes autorisées peuvent entrer dans cette section. La chambre privée était plus luxueuse, mais la raison pour laquelle nous étions la rendait tout sinistre. Elle avait une seule entrée, des caméras de sécurité visibles, et un garde positionné discrètement dans le couloir. Ricardo a organisé nos affaires pendant que je me concentrais sur les soins de Julia, essayant de créer une bulle de normalité. Maman est arrivée vers midi, semblant avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Elle a tenu Julia avec des larmes aux yeux, mais je pouvais voir l'inquiétude constante dans son expression. « Elle est parfaite, chuchota maman. Et vous avez fait ce qu'il fallait en vous protégeant. » Des nouvelles de Marina, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne voulait pas savoir. Maman a hésité avant de répondre. Elle est rentrée à la maison à l'aube et s'est enfermée dans sa chambre. Elle n'est sortie qu'une fois pour prendre de la nourriture dans la cuisine, et quand j'ai essayé de lui parler, elle a dit que ce n'était pas encore fini. Ces mots m'ont glacé. Ricardo s'est approché du lit et a pris ma main. « Nous allons rester ici jusqu'à ce qu'il soit sûr de rentrer à la maison, dit-il. Le temps qu'il faudra. » Dr Fernandez est apparu pour la consultation postpartum apportant des nouvelles sur Marina que je n'étais pas prête à entendre. Elle a essayé d'entrer dans l'unité de soins intensifs néonatal ce matin, dit-il. Elle prétendait vouloir voir comment il s'occupait de son fils, mais les infirmières ont rapporté qu'elle avait posé des questions étranges sur d'autres bébés hospitalisés là. Il a expliqué que Marina avait questionné spécifiquement sur des bébés nés, vers la même époque, que le sien, et s'il y avait des bébés plus sains qui pourraient servir de comparaison. Les questions étaient si inappropriées que l'équipe des soins intensifs néonatal avait alerté la psychiatrie de l'hôpital. Une psychiatre est allée l'évaluer, continua Dr Fernandez. La conclusion préliminaire est qu'elle présente des signes de psychose postpartum sévère, possiblement aggravés par un trouble délirant. Elle n'arrive pas à accepter la réalité sur l'état de son propre fils. La psychiatre avait recommandé une hospitalisation psychiatrique immédiate, mais Marina avait refusé et ne pouvait pas être internée de force sans ordonnance judiciaire. Nous y travaillons, assura Dr Fernandez. Mais en attendant, vous devez rester en sécurité maximale. Cet après-midi-là, Béatrice est revenue avec de bonnes nouvelles. L'ordonnance de protection a été approuvée, annonça-t-elle, montrant les documents officiels. Marina est légalement interdite de s'approcher à moins de 500 mètres de vous ou de tenter toute forme de contact. Elle a expliqué qu'une copie de l'ordonnance serait officiellement remise à Marina, et que toute violation résulterait en arrestation immédiate. Nous avons aussi inclus l'hôpital et votre maison dans le périmètre de protection, ajouta Béatrice. J'ai ressenti un soulagement momentané, mais Ricardo semblait sceptique. Et si elle ignore simplement l'ordonnance, demanda-t-il. Alors elle sera arrêtée, répondit Béatrice fermement. Et avec l'historique psychiatrique qui est en cours de documentation, elle sera probablement internée de force pour évaluation. Cette nuit-là, j'ai essayé de me concentrer uniquement sur les soins de Julia. Elle se nourrissait bien, dormait aux intervalles corrects, et semblait complètement étrangère au drame qui l'entourait. L'observer dormir paisiblement dans mes bras me donnait un sentiment de but, j'étais sa mère, et ma fonction était de la garder en sécurité. Mais vers 2 heures du matin, j'ai été réveillée par une agitation dans le couloir. Des voix basses mais urgentes, des pas rapides, et puis Sonia est entrée dans notre chambre avec une expression grave. Marina a réussi à entrer dans l'hôpital, dit-elle doucement, pour ne pas réveiller Julia. Elle a utilisé des identifiants de nettoyage qu'elle avait empruntés à quelqu'un. La sécurité l'a interceptée au 2e étage, tout près de la maternité. Mon cœur s'est emballé. Ricardo s'est levé immédiatement et a vérifié que la porte était verrouillée. Sonia a continué à expliquer que Marina avait été détenue par les gardes, mais pendant tout ce temps elle criait qu'elle avait le droit de voir sa nièce, et que nous étions manipulateurs et cruels. La police a été appelée, dit Sonia. Elle sera emmenée au commissariat pour violation de l'ordonnance de protection.
Et après, probablement, pour évaluation psychiatrique obligatoire. Même en sachant que Marina avait été retirée de l'hôpital, je n'ai pas pu me rendormir. J'ai gardé Julia tout près de moi, vérifiant constamment qu'elle respirait normalement. Ricardo a passé le reste de la nuit à vérifier les verrous de la porte et à observer le mouvement dans le couloir par la petite fenêtre. Le matin suivant, le commissaire responsable du cas est venu personnellement nous informer du statut de Marina. Elle a été formellement accusée de violation d'ordonnances judiciaires et de troubles de l'ordre public, expliqua-t-il. Étant donné les circonstances et l'évaluation psychiatrique préliminaire, elle sera transférée dans une institution psychiatrique pour traitement obligatoire. Il nous a assuré que Marina serait internée au moins 72 heures pour évaluation complète, et possiblement plus longtemps selon la conclusion des psychiatres. Vous serez en sécurité pendant cette période, dit-il. Et nous surveillerons la situation de près. Dr Fernandez est apparu peu après avec une mise à jour sur le fils de Marina. Malheureusement, son état s'est détérioré pendant la nuit, dit-il avec précaution. Les dommages causés par l'accouchement prématuré et les conditions précaires ont été plus étendus que ce qu'on pensait initialement. Le bébé avait développé des complications respiratoires graves et les médecins n'étaient pas optimistes quant à ses chances de survie. Indépendamment des problèmes avec Marina, c'est une situation tragique, dit Dr Fernandez. Un enfant innocent paie le prix des décisions impulsives de sa mère. J'ai ressenti un mélange de tristesse pour mon neveu et de culpabilité de ressentir du soulagement que Marina soit internée. C'était terrible de penser qu'un enfant pourrait mourir à cause de l'obsession de sa mère, mais c'était aussi un soulagement de savoir que je n'avais plus besoin de regarder constamment par-dessus mon épaule. Ce jour-là, j'ai finalement pu me concentrer sur le fait d'être mère. J'ai allaité Julia sans hâte, changé ses couches avec soin, et même pris quelques photos pour envoyer à la famille. Ricardo a pu se détendre suffisamment pour dormir quelques heures dans le fauteuil, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le début de cette situation. Mais cette sensation de normalité serait temporaire. Il y avait encore beaucoup de questions en suspens, l'état de Marina, l'avenir de son fils, les réactions de la famille, et notre propre sécurité à long terme. L'internement psychiatrique n'était que le premier pas dans un processus qui durerait probablement des mois. Pour l'instant, cependant, j'étais en sécurité à l'hôpital avec ma fille en bonne santé dans mes bras et mon mari à mes côtés. C'était un début, et pour l'instant, cela devait suffire. 3 jours plus tard, nous avons quitté l'hôpital avec un plan de sécurité détaillé. Dr Fernandez avait coordonné avec notre pédiatre un calendrier de consultation qui éviterait les horaires prévisibles, et Béatrice nous avait fourni des contacts directs avec la police au cas où nous aurions besoin d'une réponse rapide. Même ainsi, l'idée de quitter la protection de l'hôpital me rendait anxieuse. La maison semblait différente quand nous sommes arrivés. Ricardo avait installé des caméras de sécurité à l'entrée et à l'arrière pendant que j'étais hospitalisée, et nos voisins, qui connaissaient déjà la situation grâce au réseau de commérage du quartier, ont promis de rester attentifs à tout mouvement suspect. Madame Elena, qui habitait en face, nous a même donné son numéro de téléphone, au cas où vous verriez quelque chose d'étrange. Dans les premiers jours à la maison, nous avons établi une routine prudente. Ricardo travaillait de la maison chaque fois que possible, et quand il devait sortir, je restais avec les portes verrouillées et le téléphone toujours à portée de main. Julia semblait étrangère à toute tension, dormant et se nourrissant normalement. Mais je me surprenais à vérifier sa respiration de manière compulsive pendant la nuit. Le mercredi, maman est venue nous rendre visite apportant des nouvelles sur Marina que je ne savais pas si je voulais entendre. Elle a été transférée dans une clinique spécialisée à Sao Paulo, dit maman, tenant Julia avec précaution. Les médecins ont dit qu'elle a besoin d'un traitement intensif pour psychose postpartum, et le tableau est plus grave que nous l'imaginions. Maman a expliqué que Marina avait été diagnostiquée avec un trouble psychotique postpartum sévère, aggravé par un traumatisme et un deuil. Elle n'accepte toujours pas qu'elle ait presque perdu son propre fils à cause de ses décisions, continua maman. Et elle maintient l'obsession que vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Le fils de Marina avait survécu, mais avec des séquelles graves. Des problèmes neurologiques permanents, un retard de développement, et le besoin de soins spéciaux pour le reste de sa vie. Ironiquement, pensais-je avec amertume, elle a réussi à avoir le premier petit-fils, mais à quel prix? Les médecins ont dit qu'elle restera internée au moins 6 mois, dit maman. Et même après, elle aura besoin d'un suivi psychiatrique constant. Ils ne savent pas si elle pourra revenir à une vie normale. J'ai ressenti un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Marina était ma sœur, et la voir dans cette situation était douloureux, mais c'était aussi un soulagement de savoir que nous étions en sécurité pour une période prolongée. Et le bébé, ai-je demandé. Les grands-parents paternels ont déposé une demande de garde, expliqua maman.
Ils habitent dans le Minas Gerais et ont les conditions pour s'occuper d'un enfant avec des besoins spéciaux. Marina n'est pas en état de s'occuper de qui que ce soit maintenant. Dans les semaines suivantes, notre vie a graduellement trouvé un nouveau rythme. Julia grandissait en bonne santé et curieuse, commençant à sourire et à interagir plus avec nous. Les consultations pédiatriques apportaient toujours de bonnes nouvelles, elle se développait parfaitement, prenait du poids adéquatement, et montrait tous les jalons de développement attendus. La famille était divisée sur comment gérer la situation de Marina. Certains parents pensaient que nous devrions pardonner et oublier une fois qu'elle sortirait du traitement. D'autres, surtout ceux qui avaient assisté aux épisodes les plus graves, comprenaient que notre sécurité devrait être prioritaire. Oncle André, l'avocat de la famille, nous a contactés pour discuter des questions légales à long terme. Vous devez être préparé pour quand elle sortira de la clinique, dit-il lors d'une visite le dimanche. L'ordonnance de protection actuelle expire dans 1 an, mais vous pouvez la renouveler si nécessaire. Il a expliqué que Marina ferait probablement face à des poursuites criminelles liées à l'accouchement clandestin et aux menaces qu'elle avait faites. Selon la conclusion psychiatrique, elle peut être considérée comme incapable de répondre de ses propres actes, dit-il. Mais cela ne signifie pas que vous restez sans protection légale. Ricardo et moi avons commencé une thérapie de couple pour gérer le traumatisme de toute la situation. La psychologue, Dr Campos, nous a aidés à comprendre que notre réaction prudente était normale et saine. Vous avez vécu une expérience traumatisante, expliqua-t-elle. Il est naturel que vous preniez du temps pour vous sentir complètement en sécurité à nouveau. Elle nous a enseigné des techniques pour gérer l'anxiété et la peur résiduelle, et nous a aidés à développer des stratégies pour protéger Julia sans transmettre nos peurs vers elle. Les enfants sont très sensibles à l'anxiété des parents, nous a-t-elle averti. Il est important que vous traitiez ces sentiments pour ne pas affecter son développement émotionnel. 2 mois après la naissance de Julia, nous avons reçu un appel inattendu de la clinique où Marina était internée. La psychiatre responsable du cas, Dr Santos, voulait nous parler du progrès du traitement. Marina a eu une amélioration significative avec la médication, expliqua-t-elle lors de la conversation par vidéoconférence. Elle est plus stable et commence à accepter la réalité sur ce qui s'est passé. Elle a même exprimé le désir de communiquer avec vous. Ma première réaction a été la panique, mais Dr Santos a rapidement clarifié. Je ne suggère pas un contact direct, dit-elle. Mais dans le cadre du traitement, il serait thérapeutique qu'elle puisse vous écrire une lettre. Vous n'avez pas besoin de répondre, mais elle a besoin d'exprimer ses sentiments dans le cadre du processus de guérison. Ricardo et moi avons discuté de la proposition pendant des jours. D'un côté, nous voulions éviter toute forme de contact avec Marina. De l'autre côté, si cela aidait vraiment à sa récupération et nous maintenait potentiellement plus en sécurité à long terme, peut-être que cela valait la peine d'être considéré. Nous avons décidé de permettre qu'elle écrive la lettre, mais à condition qu'elle soit d'abord révisée par l'équipe médicale et ensuite par notre avocat avant d'arriver à nous. S'il y a un contenu menaçant ou inapproprié, vous n'avez pas besoin de lire, garantit Dr Santos. La lettre est arrivée 3 semaines plus tard, passant par toutes les révisions. Elle était écrite à la main, avec une calligraphie tremblante, et les mots choisis avec soin. Sœur, je sais que je ne mérite pas ton pardon, et je ne le demande pas maintenant. J'écris parce que j'ai besoin que tu saches que je comprends que ce que j'ai fait était terrible et malade. Les médecins m'ont aidé à voir que je ne pensais pas clairement depuis longtemps. Mon obsession d'être la première m'a fait perdre la raison et a presque coûté la vie à mon fils. Je sais que je vous ai fait peur et que vous avez le droit de me tenir loin de Julia. Je n'essaierai pas de contact quand je sortirai d'ici. Je voulais juste que vous sachiez que j'essaie de m'améliorer et que je regrette profondément tout. Lire la lettre m'a fait pleurer, pas de peur, mais de tristesse pour la sœur que j'avais perdue. La Marina qui avait écrit ces mots semblait plus proche de la personne que je connaissais avant que toute cette folie commence. C'est un bon signe, dit Dr Campos quand nous avons discuté de la lettre en thérapie. Cela montre qu'elle développe un aperçu de son comportement et assume la responsabilité. C'est crucial pour la récupération. Mais elle nous a aussi avertis de ne pas baisser complètement notre garde. L'aperçu en environnement contrôlé est différent de maintenir cette perspective dans le monde réel, expliqua-t-elle. Vous devez rester prudent, même si vous sentez qu'elle s'est améliorée. Quand Julia a eu 4 mois, nous avons commencé à sortir plus de la maison. Nous sommes allés au centre commercial, nous l'avons emmenée au parc, nous avons rendu visite à des amis. Graduellement, notre vie se normalisait, bien que je vérifiais encore réflexivement s'il y avait des voitures étranges garées près de notre maison. La famille s'adaptait à la nouvelle réalité.
Certains parents maintenaient un contact régulier avec nous, d'autres se sont éloignés ne sachant pas comment gérer la situation. Maman continuait à visiter Marina à la clinique, mais respectait nos limites et ne faisait pas pression pour une réconciliation. Lors d'une de ces visites, maman a apporté des nouvelles sur le progrès de Marina. Elle fréquente des groupes de thérapie et a même commencé un cours de formation professionnelle dans la clinique, rapporta maman. Et elle ne demande jamais de nouvelles de vous ou de Julia. Elle semble respecter les limites. Cette information était réconfortante. Voir que Marina se concentrait sur sa propre récupération au lieu de maintenir l'obsession avec nous suggérait un progrès réel. 6 mois après la naissance de Julia, Dr Santos nous a contactés à nouveau pour une mise à jour sur le traitement de Marina. Elle a fait des progrès notables, dit-elle. Elle est stable sous médication, participe activement à la thérapie, et a développé des stratégies pour gérer les impulsions obsessionnelles. Mais alors est venue l'information que je craignais, nous envisageons de la transférer vers un programme de réintégration semi-hospitalier dans les prochains mois. Elle serait dans une maison thérapeutique avec supervision, mais aurait plus de liberté. Mon estomac s'est contracté. Même en sachant que Marina avait besoin de se réintégrer à la société éventuellement, l'idée qu'elle ait plus de liberté me rendait encore nerveuse. Je comprends vos préoccupations, dit Dr Santos, notant mon hésitation. C'est pourquoi je voulais vous parler d'abord. L'équipe est au courant de la situation et de l'historique, et la maison thérapeutique a des protocoles rigides. Elle ne pourrait pas sortir sans supervision initialement. Ricardo a demandé sur la durée de ce programme et quelles seraient les prochaines étapes. Dr Santos a expliqué que ce serait un processus graduel d'au moins 1 an, avec surveillance constante et thérapie obligatoire. Et de plus, ajouta-t-elle, une partie du programme inclut maintenir la distance des situations ou personnes qui pourraient déclencher des rechutes. Cela signifie qu'elle serait instruite d'éviter le contact avec vous jusqu'à ce que l'équipe considère que c'est sûr. Cette information a apporté un certain soulagement, mais aussi une nouvelle réalité. Marina reviendrait éventuellement dans le monde, et nous devrions être préparés à cette possibilité. Julia rampait maintenant et explorait tout à sa portée, complètement étrangère au drame qui avait entouré ses premiers mois de vie. L'observer grandir heureuse et en bonne santé me faisait sentir que nous avions pris les bonnes décisions, même si elles avaient été difficiles. La situation avec Marina était encore loin d'être complètement résolue, mais nous avions construit une vie sûre et heureuse pour notre fille. Et pour l'instant, c'était ce qui importait. 1 an s'est écoulé depuis la naissance de Julia quand nous avons reçu la nouvelle que j'espérais secrètement ne jamais entendre. Marina serait transférée vers la maison thérapeutique. Dr Santos a appelé personnellement pour nous informer que la transition aurait lieu le mois suivant, et que Marina avait démontré suffisamment de stabilité pour la prochaine étape du traitement. Elle continuera avec une médication rigoureuse et une thérapie quotidienne, expliqua Dr Santos. Et il existe un protocole spécifique dans son plan de traitement qui lui interdit de tenter toute forme de contact avec vous. Toute violation résulterait en un retour immédiat à l'internement intégral. Même avec ces garanties, j'ai senti un nœud dans l'estomac. Julia marchait maintenant, disait ses premiers mots, et se développait comme un enfant curieux et joyeux. L'idée que Marina soit géographiquement plus proche, même avec supervision, a ramené des anxiétés que je pensais avoir surmontées. Ricardo a suggéré que nous contactions oncle André pour réviser notre situation légale. Lors de la réunion dans son bureau, nous avons découvert que notre ordonnance de protection expirerait dans quelques mois et devrait être renouvelée. Étant donné sa nouvelle situation, je recommanderais non seulement de renouveler, mais aussi d'étendre l'ordonnance, conseilla oncle André. Nous pouvons inclure une protection pour les lieux que vous fréquentez régulièrement, le travail, la crèche de Julia quand elle commencera, les lieux de loisirs habituels. Il a aussi suggéré que nous documentions notre routine actuelle pour établir un modèle de vie normal qui devait être protégé. Si elle essaie éventuellement d'argumenter que vous êtes excessivement restrictif, avoir cette documentation montre que vous voulez juste maintenir votre vie normale. 2 semaines plus tard, nous avons reçu un appel inattendu de maman. Sa voix était tendue et j'ai immédiatement su que quelque chose s'était passé. Marina s'est échappée de la maison thérapeutique, dit-elle sans détour. Elle est sortie pour une activité supervisée au centre commercial et a disparu quand le superviseur est allé aux toilettes. C'était il y a 6 heures. Mon sang s'est glacé. Ricardo, qui écoutait en haut-parleur, a immédiatement commencé à vérifier les verrous des portes et fenêtres. Maman a continué à expliquer que la police avait déjà été notifiée et qu'il y avait un protocole pour des situations comme celle-ci. Il pense qu'elle peut essayer d'aller à Sao Paulo, où était la clinique originale, dit maman. Mais ils ont aussi alerté les autorités ici de notre ville, au cas où elle essaierait de venir ici. Dr Santos a appelé 1 heure plus tard pour nous rassurer sur les protocoles de recherche.
Marina n'avait pas accès à l'argent ou aux documents, expliqua-t-elle. Et elle était sans médication depuis seulement quelques heures quand elle s'est échappée, donc elle était probablement encore relativement stable. Mais alors elle a ajouté des informations qui m'ont plus inquiétée. Pendant les dernières sessions de thérapie, Marina avait démontré une certaine agitation. Elle était anxieuse à propos de la proximité du premier anniversaire de Julia. Elle n'a pas démontré de comportement menaçant, mais était visiblement perturbée par la date. Je n'y avais pas pensé, mais le premier anniversaire de Julia approchait. Pour nous, ce serait une célébration spéciale. Pour Marina, apparemment, c'était un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait perdu. Nous avons passé cette nuit en état d'alerte maximale. Ricardo et moi nous sommes relayés pour surveiller, et j'ai gardé Julia dans notre chambre. Chaque bruit dans la rue nous faisait regarder par la fenêtre, chaque voiture qui ralentissait près de la maison nous rendait tendus. Le matin suivant, la police nous a informé que Marina avait été trouvée à la gare routière de Sao Paulo, essayant d'acheter un billet pour notre ville avec le peu d'argent qu'elle avait réussi à obtenir en mendiant dans la rue. Elle était visiblement désorientée et a été ramenée à la clinique originale pour réévaluation. C'est un recul significatif dans le traitement, admis Dr Santos lors d'une nouvelle conversation téléphonique. La fuite suggère qu'elle n'a pas encore développé de mécanismes adéquats pour gérer les déclencheurs émotionnels. Marina serait maintenue en observation psychiatrique intensive pour une durée indéterminée. Toute possibilité de réintégration sociale avait été suspendue jusqu'à nouvelle évaluation de sa stabilité mentale. Malgré le soulagement de savoir qu'elle était à nouveau sous soins médicaux. L'épisode m'a fait réaliser que notre situation pourrait être plus durable que je ne l'avais imaginé. Marina ne s'améliorait pas simplement de façon linéaire, elle avait des rechutes, des moments d'instabilité qui pourraient se manifester en comportements imprévisibles. Nous avons décidé de célébrer le premier anniversaire de Julia de façon discrète, seulement avec la famille la plus proche, dans notre propre maison. Nous n'avons rien publié sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas envoyé d'invitation par application qui pourrait être interceptée. C'était une fête petite, mais pleine d'amour. En regardant Julia détruire joyeusement son premier gâteau d'anniversaire, se barbouillant le visage de chocolat et riant des applaudissements de la famille, j'ai ressenti un mélange de joie et de mélancolie. Elle grandissait dans un environnement d'amour et de sécurité, mais il y aurait toujours cette ombre en arrière-plan, la sœur qui devrait être présente à ces moments, mais qui était devenue une source de peur. Maman a tenu Julia dans ses bras après le gâteau, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle devrait connaître sa tante, chuchota maman. Dans un monde normal, Marina serait ici à prendre des photos et à gâter sa nièce. Mais nous ne vivons pas dans un monde normal, ai-je répondu doucement. Et nous vivons dans le monde où les choix de Marina ont des conséquences. Pendant les mois suivants, notre vie a trouvé un nouvel équilibre. Julia a commencé à fréquenter une petite école de matinée par semaine, où elle s'est fait des amis et s'est développée socialement. Je suis retournée au travail à mi-temps, et Ricardo a obtenu une promotion qui lui donnait plus de flexibilité d'horaire. Nous avons établi des traditions familiales, des pique-niques le dimanche, des visites au zoo une fois par mois, la lecture d'histoires avant de dormir. Julia était un enfant heureux et en sécurité, qui ne savait rien du drame qui avait entouré ses premiers mois de vie. 6 mois après la fuite de Marina, Dr Santos nous a contactés à nouveau. Marina est à nouveau stable, mais nous reconnaissons qu'elle a besoin d'un environnement plus contrôlé pour plus longtemps, expliqua-t-elle. Nous envisageons de la transférer vers une institution à long terme, spécialisée dans les troubles mentaux persistants. Cette possibilité a apporté des sentiments contradictoires. D'un côté, cela signifierait une plus grande sécurité pour notre famille. De l'autre côté, c'était douloureux d'accepter que Marina pourrait ne jamais se rétablir complètement. La réalité est que certains cas de psychose postpartum, surtout quand ils sont aggravés par des traumatismes et des comportements extrêmes comme les siens, peuvent résulter en changements permanents dans la personnalité et le jugement, expliqua Dr Santos avec précaution. Nous ne disons pas qu'elle ne s'améliorera jamais, mais le pronostic pour une récupération totale est incertain. Oncle André nous a aidés à naviguer les implications légales de cette nouvelle situation. Si elle est déclarée incapable de façon permanente, cela pourrait affecter nos procédures légales, expliqua-t-il. Mais cela signifierait aussi des protections automatiques pour vous. Pendant cette période, j'ai commencé à écrire dans un journal sur toute notre expérience. Initialement c'était juste une façon de traiter mes sentiments, mais graduellement j'ai réalisé que cela pourrait être important d'avoir un registre détaillé des événements, au cas où nous en aurions besoin dans le futur. Dr Campos, notre thérapeute, a encouragé cette pratique. Documenter un traumatisme peut être très thérapeutique, dit-elle. Et cela peut aussi vous aider à identifier des modèles dans vos propres sentiments et réactions.
Quand Julia a eu 18 mois, elle parlait déjà des phrases complètes et démontrait une personnalité décidée et joyeuse. Lors d'une consultation pédiatrique, Dr Mendes a commenté sur son développement exceptionnel. C'est un enfant très sûr et confiant, observa-t-il. Cela reflète un environnement familial stable et aimant. Vous avez fait un excellent travail en la protégeant de tout traumatisme initial. Ces mots m'ont rempli de fierté, mais aussi d'une détermination renouvelée. Nous avions réussi à créer un environnement sûr pour notre fille, malgré toutes les adversités. Et nous continuerions à le faire le temps qu'il faudrait. Cette nuit-là, en mettant Julia au lit, elle m'a regardée avec ses grands yeux et a dit « Maman bonne ». Des mots simples, mais qui signifiaient que nous étions sur le bon chemin. Notre voyage avec Marina était loin d'être terminé, mais nous avions appris à construire le bonheur et la sécurité même au milieu de l'incertitude. Et peut-être, pour l'instant, c'était suffisant. 3 ans se sont écoulés depuis le premier anniversaire de Julia quand notre vie relativement paisible a été à nouveau ébranlée. Marina avait été transférée vers une institution à long terme dans un autre état, et pendant 2 ans nous n'avions pas eu de nouvelles d'elle. Julia avait maintenant 4 ans, fréquentait la maternelle et montrait des signes d'une intelligence vive qui me remplissait de fierté. C'était un mardi matin que tout a changé. Je préparais le petit déjeuner quand le téléphone a sonné. C'était oncle André, et sa voix était tendue d'une façon qui m'a immédiatement mise en alerte. Marina s'est échappée de l'institution, dit-il sans détour. Il y a 3 jours. Et cette fois, elle a tout planifié avec beaucoup plus de soin. Mon estomac s'est contracté. Comment ça planifié ? Elle a convaincu un autre patient de l'aider pendant une sortie surveillée. Ils avaient de faux documents, de l'argent qu'elle avait accumulé de petits travaux dans l'institution, et un plan détaillé. La police croit qu'elle peut être arrivée dans notre ville hier soir. Ricardo, qui écoutait la conversation, a immédiatement commencé à s'habiller pour aller chercher Julia à l'école. Mais oncle André l'a interrompu, vous ne pouvez pas sortir de la maison maintenant. La police est en route pour vous escorter vers un lieu sûr. 2 heures plus tard, nous étions dans un hôtel à la périphérie de la ville, avec protection policière. Le commissaire responsable du cas, Dr Oliveira, nous a expliqué que Marina n'était plus seule dans son obsession. Elle a réussi à se connecter avec d'autres patients de l'institution qui partageaient des délires similaires, expliqua-t-il. Ils ont créé une sorte de groupe de soutien déformé, où ils alimentaient mutuellement leurs obsessions. Marina a convaincu une femme appelée Claudia de l'aider, prétendant que vous aviez volé sa vie. Claudia, nous avons découvert, avait ses propres problèmes psychiatriques liés à l'obsession pour les enfants. La combinaison des deux avait créé une situation potentiellement beaucoup plus dangereuse que quand Marina agissait seule. Et elles ont été vues hier dans la ville, posant des questions sur vous, continua Dr Oliveira. Et elles ont visité l'école de Julia, la maison de votre mère, votre lieu de travail. Elles planifient clairement quelque chose. Ce qui m'a le plus effrayé était de savoir que Marina avait démontré une connaissance détaillée de notre routine actuelle. Et elle savait que vous emmenez Julia au parc les mercredis, que vous faites les courses au marché du quartier les samedis, que la petite a cours de natation les mardis et jeudis. Rapporta Dr Oliveira. Quelqu'un lui passait des informations. L'enquête a révélé que Marina avait maintenu le contact avec une cousine éloignée, Fernanda, qui postait occasionnellement des photos de famille sur les réseaux sociaux. Fernanda ne connaissait pas la situation complète et partageait innocemment des détails sur nos rencontres familiales, permettant à Marina de traquer nos mouvements. Pendant les 3 jours à l'hôtel, nous avons vécu dans un état de tension constante. Julia ne comprenait pas pourquoi nous faisions un voyage spécial, mais elle a commencé à percevoir notre anxiété. Elle est devenue plus collante, plus pleurnicharde, et je me sentais coupable de l'exposer à notre stress. Le 3e jour, nous avons reçu la nouvelle que je craignais, Marina et Claudia avaient envahi notre maison. Elles sont entrées pendant la nuit et ont passé des heures là, nous informa Dr Oliveira. Les voisins ont remarqué des lumières allumées à des heures étranges et ont appelé la police, mais quand nous sommes arrivés, elles étaient déjà parties. Ce qu'ils ont trouvé dans la maison était troublant. Marina avait réorganisé la chambre de Julia, échangeant quelques vêtements pour des pièces qu'elle avait apportées, des vêtements de fille, mais dans des tailles légèrement plus grandes. Elle avait laissé de nouveaux jouets sur le lit, tous soigneusement arrangés comme si elle préparait l'arrivée de quelqu'un. Plus choquant encore, elle avait créé une sorte d'hôtel dans le salon, avec des photos d'elle et de Julia côte à côte, certaines éditées numériquement pour paraître comme si elles avaient passé du temps ensemble. Au centre de l'hôtel, il y avait une lettre adressée à moi. La lettre a été analysée par la police avant qu'ils nous en donnent une copie. Le contenu était un mélange de rationalisation et de menaces voilées.
Sœur, je sais que tu penses que tu protèges Julia de moi, mais tu l'empêches de connaître sa vraie famille. Claudia m'a aidé à comprendre que certains enfants grandissent mieux loin des parents biologiques, avec des gens qui les comprennent vraiment. Julia mérite de connaître la tante qui a toujours voulu le meilleur pour elle. Je n'accepterai plus d'être tenue loin de ma nièce. Il est temps de corriger les erreurs du passé. Dr Oliveira a expliqué que le langage de la lettre, combiné avec les altérations faites dans la chambre, suggérait que Marina planifiait d'enlever Julia. Elle croit clairement qu'elle a un droit légal et moral sur l'enfant, dit-il. Et la présence de Claudia, qui a un historique d'enlèvement de mineurs, rend la situation extrêmement dangereuse. L'enquête s'est intensifiée. Ils ont découvert que Marina avait loué un petit appartement à la périphérie de la ville en utilisant de faux documents, et qu'elle et Claudia avaient acheté des fournitures qui suggéraient l'intention de s'occuper d'un enfant pour une période prolongée, des couches, bien que Julia n'en porte plus, des vêtements d'enfant, des jouets éducatifs, même un berceau démonté. Elles vivent dans une fantaisie partagée où elle croit qu'elle sauve Julia d'une situation inadéquate, expliqua la psychiatre légale qui a été appelée pour évaluer la situation. Ce type de délire conjoint est extrêmement dangereux parce qu'elles se renforcent mutuellement et perdent complètement le contact avec la réalité. Le 5e jour de notre protection, Dr Oliveira est arrivé avec une expression grave qui m'a immédiatement dit que quelque chose s'était passé. Nous avons trouvé leur appartement, dit-il. Et la situation est pire que nous l'imaginions. À l'intérieur de l'appartement, la police avait découvert une planification détaillée pour l'enlèvement. Des cartes de notre maison et des environs, des horaires détaillés de notre routine, des photos de Julia prises secrètement ces derniers mois, et un chronogramme pour « la réunion », comme elle l'appelait. Plus troublant encore, ils ont trouvé des preuves que Marina documentait tout comme si c'était une situation légale légitime. Elle avait créé un dossier avec de « faux documents » alléguant notre négligence, des photos éditées qui suggéraient que Julia était malheureuse avec nous, et avait même ébauché une sorte de pétition de garde. Et elle ne planifiait pas seulement d'enlever Julia, expliqua Dr Oliveira. Marina avait créé un récit complet où elle serait vue comme une héroïne sauvant sa nièce de parents inadéquats. L'appartement a aussi révélé qu'elle nous observait depuis des semaines. Il y avait des photos de nous prises de loin, des notes sur nos horaires, et même des enregistrements audio de conversations qu'elles avaient captées quand nous étions dans des lieux publics. Mais c'est la découverte du « journal de planification » de Marina qui m'a le plus choquée. Page après page détaillant non seulement comment enlever Julia, mais comment corriger son éducation, comment effacer notre influence sur elle, et comment créer des preuves qu'elle était mieux sous les soins de Marina. Elle a documenté des plans pour changer l'apparence de Julia, lui enseigner une version déformée de l'histoire familiale, et avait même des idées sur comment falsifier des documents pour faire paraître que Julia était légalement sa fille, rapporta Dr Oliveira. L'opération pour capturer Marina et Claudia a été soigneusement planifiée. La police avait découvert qu'elle fréquentait un café près de l'école de Julia tous les matins, apparemment attendant une opportunité. Nous avons été tenus informés en temps réel de l'opération. Le jeudi matin, pendant que Julia jouait avec des jouets que nous avions achetés à l'hôtel, nous avons reçu l'appel que nous attendions. Et elles ont été arrêtées, annonça Dr Oliveira. Sans résistance, mais Marina portait des sédatifs pour enfants et des dispositifs de contention. Il n'y avait aucun doute sur leurs intentions. Pendant l'interrogatoire, Marina est restée convaincue qu'elle agissait correctement. Elle insistait que Julia avait besoin d'elle, que nous étions des parents inadéquats, et qu'elle corrigeait simplement une erreur historique. Claudia, plus instable mentalement, oscillait entre soutenir Marina et des moments de lucidité où elle semblait percevoir la gravité de la situation. Marina sera inculpée pour tentative d'enlèvement, invasion de domicile, harcèlement et violation d'ordonnances judiciaires, nous informa Dr Oliveira. Étant donné la gravité et la planification détaillée, elle fera probablement face à une sentence significative. Claudia, qui avait un casier judiciaire antérieur, ferait face à des accusations encore plus sérieuses. Elle avait déjà été condamnée pour enlèvement de mineurs dans un autre État, avons-nous découvert. Sa participation dans ce cas peut résulter en prison à vie. Nous sommes retournés à la maison une semaine plus tard, mais la maison ne semblait plus nôtre. Savoir que Marina y avait été, avait touché les affaires de Julia, réorganiser notre espace intime, me faisait me sentir violée d'une façon que je n'avais pas expérimentée auparavant. Nous avons décidé de déménager. Ricardo avait reçu une offre d'emploi dans un autre État, et maintenant cela semblait le moment parfait pour recommencer complètement à nouveau. Julia aura 5 ans quand nous commencerons dans la nouvelle ville, dit-il. L'âge parfait pour un nouveau commencement. Le processus de vente de la maison et du déménagement était cathartique.
Chaque objet empaqueté représentait laisser le traumatisme derrière. Julia était enthousiasmée par la grande aventure, et son excitation m'aidait à me concentrer sur l'avenir au lieu du passé. 2 semaines avant le déménagement, nous sommes allés au procès de Marina. Elle avait plaidé non coupable pour raison de folie mentale, mais les preuves étaient écrasantes. Le procureur a présenté tout le matériel trouvé dans l'appartement, les enregistrements, les plans détaillés. Voir Marina au tribunal était surréaliste. Elle était visiblement sous médication, plus mince, et semblait plus petite que je ne me souvenais. Quand nos yeux se sont croisés, elle a souri, pas un sourire menaçant, mais un sourire triste et perdu qui m'a brisé le cœur. Pendant son témoignage, Marina a parlé de comment elle avait planifié être la meilleure tante du monde, pour Julia, comment elle voulait la protéger de parents qui ne la comprenaient pas, et comment elle croyait sincèrement qu'elle agissait dans le meilleur intérêt de l'enfant. Sa déconnexion de la réalité était complète et douloureuse à voir. Le verdict était coupable sur toutes les accusations, mais avec détermination d'incapacité mentale. Marina serait envoyée dans une institution psychiatrique de sécurité maximale pour une durée indéterminée, avec des réévaluations annuelles pour déterminer si elle représentait un risque public. Claudia a reçu une sentence de 25 ans de prison. Sa sanité mentale avait été questionnée, mais déterminée suffisante pour un jugement criminel. En sortant du tribunal, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse profonde. Justice avait été rendue, mais la sœur que j'avais connue s'était perdue pour toujours dans une maladie mentale qui avait complètement consumé sa personnalité originale. Notre déménagement vers le nouvel état s'est passé sans incident. Julia s'est adaptée rapidement à la nouvelle école, s'est fait des amis, et semblait s'épanouir dans l'environnement où personne ne connaissait notre histoire. Nous étions juste une famille normale qui avait déménagé pour de nouvelles opportunités. Nous avons établi de nouvelles traditions, de nouveaux lieux favoris, une nouvelle vie. Julia a commencé des cours de piano et a démontré un talent naturel. Ricardo a été promu rapidement dans son nouveau travail. J'ai trouvé un poste dans une entreprise de comptabilité qui offrait de la flexibilité pour être présente dans la vie scolaire de Julia. 2 ans après le déménagement, Julia m'a demandé pour la première fois à propos de « Tante Marina » que maman avait mentionné une fois pendant un appel téléphonique. Je m'étais préparée à cette question, mais c'était encore difficile de répondre. Tante Marina est devenue très malade dans sa tête, ai-je expliqué avec précaution. Parfois, quand les gens deviennent malades comme ça, ils font des choses qui ne sont pas sûres. C'est pourquoi elle doit rester dans un hôpital spécial où les médecins peuvent s'occuper d'elle. Julia a accepté cette explication avec la naturalité des enfants. Est-ce qu'elle va aller mieux, demanda-t-elle. Nous l'espérons, ai-je répondu, bien que je sache que les chances étaient minimes. Mais même si elle va mieux, ça va prendre très, très longtemps. 5 ans se sont écoulés depuis notre déménagement quand nous avons reçu un appel que je n'attendais pas. Marina était morte dans l'institution psychiatrique. Ce n'était pas un suicide, ce n'était pas de la violence, elle avait développé une pneumonie qui s'était compliquée à cause de son refus de prendre des médicaments quand elle était dans un épisode psychotique. La nouvelle m'a affectée de façon inattendue. Pendant des années, Marina avait représenté une menace, une source de peur, quelqu'un qui avait essayé de détruire notre famille. Mais sa mort m'a ramené des souvenirs de la sœur qu'elle avait été avant la maladie, drôle, créative, pleine de rêves. Nous sommes allés aux funérailles, seulement Ricardo et moi. Julia, maintenant âgée de 9 ans, est restée avec une baby-sitter. Il y avait peu de gens présents, maman, quelques parents éloignés, une infirmière de l'institution qui s'était attachée à Marina. Pendant le service, l'infirmière a partagé que Marina avait eu des moments de lucidité ces dernières années, surtout quand elle était bien sous médication. Dans ces moments, elle démontrait un repentir authentique pour ce qu'elle avait fait, dit-elle. Elle savait qu'elle vous avait blessé et portait beaucoup de culpabilité. Maman m'a donné une lettre que Marina avait écrite pendant un de ces moments lucides, environ 1 an avant sa mort. L'infirmière l'avait gardée, attendant une opportunité appropriée pour la remettre. La lettre était très différente des précédentes. « Sœur, je sais que tu ne liras probablement jamais ceci, et je comprends si tu ne veux pas. Mais j'ai besoin d'écrire pendant que mon esprit est clair. Je sais que ce que j'ai fait était terrible. Je sais que j'ai détruit notre famille et que j'ai presque fait du mal à Julia. La maladie n'est pas une excuse, j'ai eu des moments de choix et j'ai choisi de nourrir mon obsession au lieu de chercher de l'aide. Tu as fait ce qu'il fallait en protégeant ta fille de moi. Elle doit être une belle petite fille maintenant. J'espère que vous avez trouvé la paix et le bonheur loin de toute la douleur que j'ai causée. Je n'attends pas le pardon, mais je veux que tu saches que dans mes moments clairs, je vous aime et je regrette profondément d'être devenu quelqu'un de dangereux pour la famille que j'aurais dû protéger.
J'ai pleuré en lisant la lettre, non seulement pour la Marina que nous avions perdue, mais pour la tragédie d'une maladie mentale qui avait détruit une personne qui, au fond, était encore capable d'amour et de repentir. Nous sommes retournés à notre nouvelle vie avec un sentiment de clôture que je n'attendais pas ressentir. Marina était en paix, nous étions en sécurité, et Julia grandissait heureuse et en bonne santé, sans connaître complètement le traumatisme qui avait entouré ses premières années. Maintenant, à 12 ans, Julia est une fille confiante et intelligente qui parle 3 langues, joue magnifiquement du piano, et a un cercle solide d'amis. Elle demande occasionnellement des nouvelles de la famille élargie, mais accepte nos explications sur les relations familiales, compliquées, sans insister pour plus de détails. Ricardo et moi avons trouvé un bonheur solide et mature, construit sur la base d'avoir surmonté ensemble une situation extraordinairement difficile. Notre partenariat a été testé de façon que je n'aurais jamais imaginé possible, et nous en sommes sortis plus forts. Je tiens encore un journal où j'enregistre non seulement les jalons joyeux de la vie de Julia, mais aussi des réflexions sur le pardon, le traumatisme, et la complexité de l'amour familial. L'histoire de Marina m'a enseigné que nous pouvons aimer quelqu'un et avoir encore besoin de nous protéger d'elle. Que famille ne signifie pas toujours sécurité inconditionnelle. Que parfois, la plus grande démonstration d'amour est d'établir des limites fermes. La vengeance, j'ai découvert, n'est pas venue à travers une action de notre part. Elle est venue à travers les propres choix de Marina et les conséquences naturelles de ses actions. Son obsession l'a consumée, a détruit sa santé mentale, a coûté des années de sa vie, et a finalement contribué à sa mort prématurée. Notre vraie victoire n'était pas de voir Marina punie, mais de construire une vie où Julia grandit en sécurité, aimée et libre du traumatisme qui aurait pu définir ses premières années. Où Ricardo et moi avons trouvé non seulement la survie, mais la prospérité émotionnelle et familiale. Aujourd'hui, quand j'observe Julia faire ses devoirs à la table de la cuisine de notre maison sûre, dans notre ville sûre, entourée de l'amour inconditionnel qu'elle mérite, je sais que nous avons fait les bons choix. Nous avons protégé ce qui était précieux, établi les limites nécessaires, et construit quelque chose de beau sur les cendres d'une situation terrible. L'histoire se termine non avec vengeance ou rétribution dramatique, mais avec la victoire la plus pure possible, un enfant grandissant heureux et en sécurité, une famille qui a surmonté le traumatisme et trouvé la paix, et la compréhension que parfois protéger ceux que nous aimons exige de la force, du courage, et la disposition à affronter des vérités douloureuses sur des gens que nous aimons aussi. Marina a tout perdu à cause de son obsession, sa sanité, sa liberté, sa famille, et finalement sa vie. Nous, en choisissant la protection plutôt que la conformité familiale, avons tout gagné, la sécurité, la paix, et le droit de regarder notre fille grandir dans un environnement où elle est valorisée pour qui elle est, pas comme un pion dans des jeux de pouvoir familiaux déformés. C'est la vraie justice, non la rétribution, mais la victoire de la sanité, de l'amour sain, et de la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de résilience et de justice. Vos commentaires et votre soutien font toute la différence pour d'autres personnes qui peuvent traverser des situations similaires. À la prochaine histoire.